Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine d'information qui passe en revue l'actualité de la semaine sur la nouvelle chaîne ivoirienne. On parlera essentiellement des législatives à venir et le choix des candidats qui parfois créent des dissensions au sein des partis politiques. Il sera question également de la CEI, la commission électorale indépendante pour ces élections législatives. Retrouve tous ces conseillers, deux d'entre eux qui avaient claqué la porte lors des présidentielles sont revenus prendre leur place. Vous entendrez l'analyse de nos invités dans quelques instants. Et puis le comité de normalisation finalement installé pour conduire les élections présidentielles de la Fédération ivoirienne de football. Quels sont les dossiers qui attendent Dao Gabala, la présidente de ce comité de normalisation? Les réponses dans quelques minutes avec nos invités. On a l'impression de tourner en rond avec cette pandémie à coronavirus. C'est le retour de l'état d'urgence dans le pays suite à la montée soudaine des cas de contamination. Alors, vous l'aurez compris, je suis celui qui va conduire les échanges ce soir. Ali Diarra-Souba, pas disponible pour raison de santé. Prompt rétablissement, cher Ali, et reviens-nous très vite. Et pour revenir au sujet qui nous intéresse, alors j'ai le plaisir de vous présenter des invités. Il y en a qui sont des habitués. Alors, juste à ma gauche, le professeur Gwa Kakou. C'est ça. Bonsoir, vous êtes communicologue. Maître de conférence des universités. Merci d'être venu. Merci. Et à ses côtés, nous avons juste Debaï Sylvain, journaliste, merci, un habitué de ce plateau, et Aristide Nkenda, bien connu par les internautes aussi, et puis journaliste. Merci d'être là, Aristide. Merci, Serge. Et nous avons Dr Sylvain Nguessan, analyste politique, directeur de stratégie de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Et un autre journaliste, grand reporter, qui fait sa première sur le plateau de NCI, Bledson Mathieu. Bonsoir. Oui, bonsoir, Serge. Merci à tous d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Le choix des candidats pour ces législatives, un exercice difficile pour le RHDP, mais aussi pour le bloc de l'opposition. L'on note de fortes dissensions, annonçant de chaudes empoignades électorales entre les frères ennemis et du même parti, mais aussi des partis alliés. Je vous prie de suivre ce point avec Mesdames Gétier. Les porte-étendards du RHDP, parti au pouvoir au scrutin législatif du 6 mars prochain, sont connus. En lice, dans les 255 circonscriptions électorales du pays, ils ont pour mission de permettre à la formation politique du chef de l'exécutif ivoirien Alassane Ouattara d'avoir une majorité confortable à la haute chambre du Parlement bicaméral ivoirien. En dépit de cet enjeu capital, les choix ont suscité des grincements de dents dans plusieurs localités. C'est le cas entre autres à Gagnoa Commune, Bouaké, Port-Bouy ou encore Niakara, Boisflé et Goïtafla. En dépit de l'appel à la cohésion, à l'union et à la solidarité pour la victoire, des candidats recalés ont déposé leur dossier. La course s'annonce également chaude au sein de l'opposition, dont des candidats sont également connus. Là aussi, le choix des candidats donne lieu à de fortes dissensions entre alliés. Le vœu d'aller en rang serré a plutôt volé en éclats. À Yopougon et Cocody, par exemple, les membres de la plateforme n'ont pu accorder leur violon. Sur les listes disponibles, constat majeur, l'absence de lieutenant du FPI dirigé par Pascal Afin-Guessan. Il est clair que les hommes de l'ex-premier ministre vont affronter dans les urnes les candidats retenus par EDS et le PDCI. Autre son divergent, le retrait du COJEP de Charles Blégoudet de la plateforme des partis de l'opposition. Ce parti a même retenu des candidats en lice dans les localités du Lodjibois et du Go. Le GPS de Soro Guillaume ne veut pas entendre parler de ces élections, mais ceux de ses cadres, Alain Lobognon et Kaweli Ouattara, maire de Ferké, y ont quand même candidaté. On peut le dire, de chaudes empoignades électorales entre frères ennemis du même parti et de partis alliés s'annoncent. Alors, vous l'avez certainement constaté dans l'élément, le RHDP, le parti au pouvoir, n'a pas réussi dans toutes les localités à faire le consensus sur ses choix. Alors, c'est une situation qui vous surprend ou vous attendiez plus ou moins à cela? On va commencer avec le docteur Sylvain Nguessan.
Bon, ça va de soi, hein. Ça va de soi, il n'y a pas assez de postes de députés pour tous ceux qui nourrissent le projet de devenir député. Donc, malgré toute la discipline au sein des partis politiques, c'est difficile quand même de parvenir à aligner tous ceux qui ont l'ambition de devenir députés derrière le candidat choisi par le parti. D'autant plus que dans ces conditions-là, c'est quand même difficile d'organiser des primaires. C'est quand même difficile. Et même quand il y a des primaires, certains contestent le choix et se présentent. On l'a déjà vu en 2015, on l'a vu bien avant ça. Donc moi, je ne suis pas surpris. Vous prenez un parti comme le FPI qui a été scindé en deux. Comment parvenir dans ce contexte-là, même si dernièrement il y a eu des rencontres, comment parvenir à susciter la fusion entre les candidats du camp Afin qui y travaillent depuis longtemps, depuis 9 ans, 10 ans. Comment susciter une fusion entre cette liste et celle dite Gore. C'est quasi impossible, quasi impossible. Au niveau du RHDP, c'est sensiblement la même chose, avec la nouvelle génération qui essaie de lever la tête face aux anciens membres fondateurs du RHDP, enfin du RDR d'abord, du RHDP ensuite. C'est pas évident. Donc on s'y attendait plus ou moins. Bon, tout ça c'est bon pour la démocratie. On verra un peu comment cela va ouvrir le jeu politique dans certaines localités où on ne sait pas trop qui pourrait remporter, qui part vainqueur, qui part avec plus de chances que les autres. On s'y attendait. D'accord, on va parler de l'opposition après, mais Aristide Kenda, alors les partis pour le RHDP a quand même pris des dispositions pour arriver à un minimum de discipline, mais ça n'a pas été, c'est pas réussi. Oui, Pierre Dupont-Melin, vous voulez parler, je préfère te tutoyer, tu veux parler donc du cautionnement. Donc, de candidature indépendante. Oui, parce que les gens arrivent à la candidature indépendante parce qu'ils travaillent sur le terrain pendant plusieurs années et ils ont la confiance de ces populations qui sont avec eux et ils arrivent donc au choix du candidat du parti, ils se rendent compte que ce n'est pas eux qui sont choisis, donc ils vont en indépendant. Mais simplement, le parti, le HDP par exemple, a mis un cautionnement assez fort pour donc limiter d'abord le nombre de candidatures, ensuite est passé par l'arbitrage. Docteur Sylvain Guessant le disait tout à l'heure, c'est pas évident, même si on fait les primaires, d'arriver à un consensus. Mais ce qui se passe, je te prends quelques localités où il y a eu, où j'ai dû me renseigner et poser des questions parce que c'est à eux que j'ai eu accès. À Danané, on vous dit par exemple dans une des circonscriptions que le problème qui s'est posé, c'est le manque de consensus parce qu'on appelait les candidats individuellement et les écoutait, alors que si on les regroupait et qu'on en parlait, peut-être qu'il y aurait un consensus. Il y a donc des jeunes qui estiment, surtout à Danané, il y a un jeune qui va en indépendant parce qu'il estime, il s'appelle Ibrahim Bembeba, il estime qu'il a travaillé sur le terrain et qu'il a l'appel des populations. C'est pour ça qu'il va. Quand vous voyez par exemple à Nyama, ce n'est pas elle qui décide, Madame Fatim Bamba, qui décide d'aller aux élections, c'est les populations, compte tenu de ce qu'elle a fait pendant toutes ces années, lui demandent de venir parce qu'on pense qu'à l'Assemblée nationale, elle pourra mieux les représenter. Mais le choix du parti est tout autre. Mais je crois qu'il y en a qui ont respecté la discipline du parti, mais il y en a qui décident d'aller en indépendant. Je crois que c'est aussi ça, la richesse de la démocratie. Alors, professeur Goua, ça vous étonne, vous? Non, ça ne m'étonne pas. Il faut savoir que les dissensions intestines au sein des partis politiques, c'est comme toute organisation. Hein. Dans toute organisation, on adhère dans le cadre d'atteindre un objectif commun, mais aussi il y a des ambitions personnelles, surtout dans le cadre des partis politiques. Et cela ne doit pas surprendre, puisque ce n'est pas la première fois qu'il y a des dissensions pour le choix des candidats dans les partis politiques en Côte d'Ivoire. Et cela va se poursuivre. Pourquoi? Parce que, comme le disait Kenda, je pense bien, il y a certains qui vont sur le terrain. Ça veut dire qu'ils vont s'employer à investir le terrain. Et il y a d'autres qui investissent, je veux dire, dans les bureaux. Ça veut dire au niveau avec sur le plan, je veux dire, qui contribuent au fonctionnement du parti. Soit à Abidjan ou bien en tout cas au siège. Il y a d'autres qui sont sur le terrain. Et quand il arrive à faire des choix, pour faire des choix, il y a deux entités, l'entité du terrain et l'entité du siège. D'accord. Alors, Gerson Mathieu, alors, ça fragilise le parti ou vous pensez que c'est juste superficiel, ça ne va pas faire grand-chose? Bon, ça fragilise, c'est clair que ça laisse des blessures, mais c'est aussi dû à un élément qu'il faut faire attention. Il n'y a pas un acteur de la démocratie qui n'existe pas chez nous. C'est les sondages.
le manque de sondage fait que la première personne qui se lève parce que 2 ou 3 amis, des cousins sont venus le voir pour lui dire non, tout le village est derrière toi, toute la circonscription est derrière toi, je crois déjà élu. Et on a ça d'abord au niveau présidentiel, quand vous voyez le volume de candidats, on a eu 44 candidats. Des gens qui ont un groupe d'amis, un groupe de personnes et qui leur donnent l'impression qu'ils peuvent représenter une circonscription. Et donc ça, les sondages règlent ça dans d'autres démocraties. On a une idée de la popularité de la personne. Tu l'as cité tout à l'heure le cas d'Anyama, mais c'est un groupe de femmes, c'est un groupe de personnes, à Danane également, mais sur l'ensemble du pays, c'est des cadres, parce que le fonctionnement des partis ivoiriens, c'est que c'est les cadres qui le financent. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une zone, c'est vous qui financez les réunions, les tournées. Donc à un moment donné, le cadre se sent intimement lié. Et ensuite aussi, pour le RHDP, le problème qui se pose, c'est que c'est le parti au pouvoir. Après les législatives, on suppose qu'il y a un nouveau gouvernement. Et pratiquement, c'est comme une forme de loi. Les nouveaux ministres, ce seront d'abord les députés. C'est à la limite, pour rentrer dans le gouvernement, le parchemin qu'il faut avoir, c'est la législation. Donc il y a des cadres qui veulent être ministres ou qui le sont, qui veulent conserver leur poste, qui veulent compter. Et, bon, voilà, quand tu ajoutes ça au fait qu'il n'y a pas de sondage et que les premières personnes qui viennent te voir pour dire écoutez, tu es la meilleure personne, tout en sachant aussi que si tu es candidat, ils vont diriger ta campagne et donc forcément ceux qui vont gérer le budget de campagne. Donc pour eux, il y a un intérêt immédiat. Voilà, absolument. Si ce n'est pas leur homme, ils perdent ce système. Alors, Débaï, Sylvain, votre commentaire sur ces candidatures indépendantes au sein d'un même parti? Oui, cela m'amène un peu à jeter un coup d'œil sur cette actualité-là qui avait été traitée par les quotidiens ivoiriens. Et ce titre est revenu pratiquement sur plusieurs journaux. Ça chauffe dans les états-majors des partis politiques. Effectivement, il y avait ce bouillonnement-là. Et les candidatures indépendantes ne viennent pas ex nihilo. C'est quand même l'aboutissement d'un processus, comme le disait tantôt mon confrère. Il y en a qui se trouvent une légitimité à représenter une circonscription. Et cela intervient surtout, de mon constat, dans les bastions traditionnels de ces partis-là, où le parti a l'habitude de gagner. Vous verrez que ceux qui veulent, qui se trouvent une légitimité à défendre les couleurs du parti sont plus nombreux. Je prends l'exemple de ma circonscription d'origine, qui est celle de Guibérois, Galébré, Dignago. Bon, là-bas, le RHDP n'a pas eu beaucoup de problèmes à choisir son candidat. Et, contrairement au FPI, disons au FPI Pro-Gbagbo, qu'on appelle GOR, avec le RHDP, il y a déjà la secrétaire d'État, Miss Dogo, qui avait les faveurs déjà des populations. Il n'y a pas eu trop de tralala à ce qu'elle soit désignée. Donc, vous verrez que d'un parti à l'autre, il y en a aussi certains qui ont déjà représenté le parti. Des populations vont dire ah bon, Nanama, il faut rajeunir. Il y a donc aussi ce facteur-là, le rajeunissement de la classe dirigeante. Alors vous parlez de rajeunissement. Du rajeunissement, mais les sortants sont reconduits systématiquement et souvent c'est des seniors. Le rajeunissement, c'est pas pour demain. Oui, ça ne sera pas pour demain, mais en tout cas les jeunes aussi devront prendre leur place. Ils devront aussi marquer en tout cas leur espace, leur territoire pour pouvoir s'affirmer parce que ça ne viendra pas comme ça. Il faut qu'ils se battent pour s'affirmer. Parce que vous avez cette élection-ci, il y a quand même des enjeux. Il y a quand même des enjeux et c'est l'enjeu surtout qui fait qu'il y a ce choc des ambitions, ce choc des intérêts, où celui-ci dit ah, c'est moi qui serai le meilleur cheval, d'autres disent non, c'est moi. Bon, vous voyez que ça ne peut pas être facile. Et dans tous les cas, nous sommes des humains. Partout, il y a les hommes, il y a toujours ces tiraillements-là. C'est une bonne guerre pour la démocratie. Je crois que je veux juste revenir sur ce que deux de nos intervenants sur le plateau, professeur Dubois et mon cher confrère et grand frère Mathieu Blesson posent. Lui pose le problème des deux catégories de candidature, d'intention à la candidature. Il y a ceux qui investissent au terrain et ceux qui sont dans les partis, qui sont les cadres qui financent. Et Blesson Mathieu pose le problème qui est un indice important, c'est le sondage. Mais simplement, on a aussi souvent dans 30% des cas où le sondage n'est pas réel. On a vu par le passé les indépendants aller et gagner.
Mais moi, ma conviction profonde est qu'il faut une discipline du parti. Et je crois que c'est Dr Sylvain Guessant qui a bien expliqué que ce n'est pas toujours évident, même si on va aux primaires, d'avoir un consensus, surtout, comme dit Sylvain Debailly, il y a un enjeu important. Et cet enjeu important, c'est ce que Mathieu Blesson rappelle, c'est le prochain gouvernement et puis la prochaine répartition, la prochaine cartographie politique de la Côte d'Ivoire. Parce que justement, quand il y a séparation de pouvoir dans un système de démocratie libérale, il y a le pouvoir exécutif. Mais est-ce que ce n'est pas un leurre finalement, cette discipline que nous attendons? Les ambitions sont totalement diamétralement opposées, les intérêts sont multiples. Est-ce qu'on peut arriver à un consensus dans un parti qui est aussi grand comme celui du RHDP? Les dissensions sont avec minimes. Un maillage les dissensions sont minimes, Pierre Dupomelin. Oui. Les dissensions sont minimes. Quand vous voyez tous ceux qui n'acceptent pas, parce qu'au RHDP, ils ont pris la précaution de dire à ceux qui postulaient, si vous postulez d'abord le cautionnement intégrant, ensuite vous signez comment on appelle ça? Des engagements. Un engagement sur l'honneur. Oui, mais ces engagements ont été pris et rapidement froissés. Quand on n'a pas été choisi, on se lance. Quel est le pourcentage de ceux qui ont non, froissé? je suis d'accord, mais ça reste quand même des indisciplines qui sont récurrentes à chaque élection. Oui, et puis la discipline du parti est assujettie à une notion qui gêne les directions du parti. En principe, lorsqu'on te demande de ne pas aller en indépendance, si tu vas, on doit te sanctionner. Le problème, quand la personne gagne les élections, elle revient. Et on l'accueille. Tu as besoin de députés, tu as besoin de contrôler l'Assemblée nationale, tu as tes règles que tu veux appliquer en tant que tu as des ambitions. Et finalement, on est en Côte d'Ivoire, non, il faut laisser tomber, on négocie, voilà. Et on a rarement refusé quelqu'un qui frappe à la porte d'un parti. Alors, les partis politiques ont certainement leur mécanisme de choix. Alors, vous, selon vous, qu'est-ce qui devait prévaloir? Vous avez parlé de ceux qui investissent le terrain et de ceux qui investissent l'argent dans le parti. Alors, selon vous, qu'est-ce qui devait prévaloir? Oui, moi, sur le sujet, je voudrais d'abord dire que tous les partis affirment qu'ils sont des partis démocratiques. Et donc, sur cette base-là, tout devrait se faire de façon démocratique. Vous proposez des primaires, là, c'est peut-être une forme... Ce n'est pas exclu, mais chaque parti doit établir des règles qui soient démocratiques et qui ne soient pas contestables. Mais est-ce que dans une œuvre humaine, on peut y arriver? C'est là toute la difficulté. Blesson l'a dit tout à l'heure, ici, on ne travaille pas beaucoup avec les sondages. Alors que, quel que soit le biais de ce sondage-là, ça démontre quand même qui des candidats, qui des prétendants peut mieux représenter le parti, mais ça n'existe pas. Et puis aussi, il y a certaines susceptibilités. Des gens qui n'aiment pas accepter la défaite, qui n'aiment pas accepter qu'on les mette de côté pour faire éclore d'autres intelligences. Ils ont toujours estimé que c'est leur truc, c'est leur chose, c'est eux qui doivent être là, et puis c'est ce genre de choses. Docteur ça froisse la discipline. Bon, je pense que à l'état actuel, quand même, les partis auraient pu susciter un minimum de consensus. Dans la mesure où il y a l'élection législative, il y a les municipales, il y a le conseil régional, il y a aussi les sénatoriales. Donc un parti bien organisé peut susciter ne serait-ce que 10 cadres par région. 5 pour le conseil régional, 5 encore pour la mairie, c'est plus le 10 d'ailleurs. 5 pour le maire et ses adjoints, 5 pour le président du conseil régional et ses adjoints. Les députés, généralement, il y en a 2 dans nos départements. Ça fait déjà 12. Si on ajoute encore les sénatoriales, on est bien parti, hein, sans oublier d'autres postes, conseil économique et social, ce qu'on pourrait proposer, etc., etc. Moi, je pense qu'une meilleure organisation, même à l'interne d'un parti, pourrait permettre de taire certaines ambitions. S'il n'y a pas de cumul, vous êtes député, vous laissez le poste de maire à quelqu'un d'autre. Vous êtes maire, vous laissez le poste de président du conseil régional, et voici vos adjoints jusqu'au 5e vice-président, je crois. Le maire aussi a 5 adjoints, c'est ça. Oui, c'est pas illégal non plus. Hein. On a Salé Timoko qui nous a dit que c'était pas illégal. Et c'est vrai, c'est pas illégal d'être député-maire. C'est ça. Mais s'ils y vont de cette manière, vous voyez qu'on a déjà réparti 15 postes. Donc ça peut taire certaines, ça peut éviter certaines frictions, ça peut permettre de mieux respecter la discipline du parti. C'est une pratique un peu communiste, ça, cette répartition. C'est une planification. Techniquement, là où je ne suis pas d'accord, je sais que techniquement c'est difficile de le faire, parce que les circonscriptions sont totalement différentes. Le conseil régional, c'est une région. Celui qui veut être député d'une circonscription n'a pas envie, n'a pas les capacités ou les qualités d'être président du conseil régional, puisque les régions, c'est 4 départements.
quelqu'un est d'une circonscription, par exemple, pour le cas d'Aniama, on peut rester à Niamey. Les gens, il est connu à Niamey, il veut être député d'Aniama, tu lui dis laisse tomber, on va te mettre comme président du conseil régional ou peut-être de 4 ou 5 départements pour lequel n'est pas prêt. Deuxièmement, tu as les députés des circonscriptions, des sous-préfectures. Il n'y a pas de mairie là-bas. Tu ne peux pas lui dire, bon, laisse tomber, on va te mettre à la mairie. Il n'y a que dans les circonscriptions communes. C'est là où il y a mais qu'on peut jouer parce que c'est le même cadre, en fait, puisque c'est le même électorat. Donc, votre proposition marche dans les communes. Mais dans les sous-préfectures, le gros lot d'ailleurs, et dans les conseils régionaux, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas possible. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas la Alors, professeur Goa, qu'est-ce qu'il faut mettre devant? Ceux qui investissent le terrain ou ceux qui investissent l'argent? C'est comme l'a dit le docteur Nguessan, je pense bien qu'il faut une organisation interne. L'organisation interne, c'est la proposition qu'il fait, c'est ça. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a les appétits, donc il y a les ambitions personnelles. Pour ne pas que cette ambition monte, il faudrait qu'on fasse un partage. C'est vrai, comme le dit Blesson, c'est difficile, mais il faut organiser les élections en fonction. Ça veut dire il faut proposer aux différents candidats les postes, de sorte qu'ils puissent avoir, en tout cas atteindre son objectif quelque part. Mais qu'est-ce qu'on a député maire, c'est-à-dire la même personne devient député maire, puisque dans ce qu'on voit, ce qui amène aux dissensions, c'est ça. Ça veut dire le même qui sera député dans le contexte actuel, pour demeurer dans le gouvernement, il faut se faire élire dans sa circonscription. Oui, bon, malheureusement, ça va être quand même compliqué. C'est un pôle social, c'est pas écrit quelque part. Oui, c'est pas non plus écrit, mais c'est ce qui est en vigueur en ce moment. C'est vrai qu'on a dérogé à cette règle pour quelques cas que je ne voudrais pas citer. Oui, mais évidemment, ça veut dire, si on fait le partage au niveau des partis politiques, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'il y a les cumuls, chacun sait que l'autre, même quand il sera député, il ne va pas laisser le poste de maire. Donc du coup, chacun cherche quand il n'est pas choisi. Parce qu'il faut dire, nous sommes en Afrique, on dit on fait le consensus, c'est lui qui sera choisi, en espérant que ça soit nous. Si ce n'est pas nous, du coup, on conteste. Alors Pierre, je crois que c'est tellement intéressant parce que ce que Blesson Mathieu pose, c'est le constat qui est là, mais les deux Sylvains, que ce soit Dr Sylvain Nguessan et Debailly, ils nous apportent des solutions. Parce qu'en réalité, le problème, c'est que généralement, on aime recopier ce qui se passe ailleurs. Alors qu'en sciences sociales ou en sciences humaines, il n'y a ni loi ni expérimentation possible. Donc, les deux Sylvains nous proposent donc des pistes de solutions. Et ce n'est pas fait communiste, un peu comme tu as essayé de dire. Non, ce n'est pas fait communiste, c'est des propositions pour gérer la cité à partir de notre propre regard, à partir de nos propres concepts. Donc, c'est une proposition et je crois que professeur Bois, pardon, autant pour moi, revient là correctement dessus, c'est-à-dire que le consensus, c'est le mot qui va avec, parce qu'il est patrimonial, mais lorsqu'il n'y a pas de consensus, c'est seulement parce que tous les intérêts sont concentrés sur les postes. Je suis député, après je vais vouloir être maire. Alors qu'en réalité, comme propose Dr Sylvain Nguessan, je crois que c'est une proposition énorme et sur laquelle les partis doivent réfléchir pour faire ce que Debailly appelle l'organisation interne, parce que la démocratie, c'est aussi d'abord l'organisation et les règles. Vous établissez des règles et à partir de ce moment, vous fonctionnez normalement. On ne va pas avoir la cacophonie qu'on a eue lors de l'arbitrage pour la désignation. Alors, il y a un constat que vous avez certainement fait. La proposition d'Aristide est extrêmement intéressante, je reprends les autres. Mais les directions de parti ont un petit problème. C'est d'avoir du nombre. On va aux législatives avec un cadre. On gagne dans la commune. C'est le même électorat. On s'en va au municipal. On veut gagner la mairie. On fait quoi? On court le risque de dire, bon, pour plaire à un autre cadre, on va changer, tout en sachant que dès que vous changez, c'est beaucoup de paradigmes qui changent. Voilà, j'en venais justement là. On a constaté justement que les sortants sont systématiquement reconduits. C'est une bonne stratégie? Ça garantit la victoire? Oui, je le disais, pas forcément. Pas forcément. Il y a que les partis politiques sont des appareils. Ce qui n'est pas le cas pour les indépendants. Un indépendant, c'est son équation personnelle. Alors que le candidat d'un parti, c'est un appareil qui est derrière lui. Et donc, quel que soit le candidat qui est choisi, qui peut ne pas être le même senior ou le même qu'on présente tous les jours, mais qui peut être quelqu'un que le parti choisit, à qui le parti met sa confiance, et il met à sa disposition tout l'appareil du parti au plan local.
C'est toute la structure, toute l'organisation du parti est derrière ce candidat. Et si le parti le veut bien, ce candidat-là peut gagner, quel que soit ce qu'il est. Donc, on ne peut pas tellement se baser sur son expérience ou son équation personnelle. Il peut être donc un sortant et ne pas forcément avoir le suffrage pour cette législature-là. Alors, juste ajouter que... très rapidement, ce que Debaï dit soulève et interroge sur ce que Bledson Mathieu a dit. Bledson a dit, généralement, on reconduit les gens parce qu'on estime que ce sont eux qui ont la confiance des populations, alors que ce que Debaï pose comme problème, c'est comme ça que doit fonctionner la démocratie libérale. C'est le parti qui vous porte et non les individus. Donc on doit revenir aux fondamentaux pour faire en sorte qu'au sein des partis, qu'il y ait réellement une culture politique, une culture de la démocratie. Donc ce que Bledson rappelle, c'est ce qui se passe généralement. Mais en réalité, ce que Debaï soulève comme préoccupation, c'est qu'il faut que les gens comprennent que c'est le parti, c'est la machine du parti qui porte les candidats et non généralement leur propre personne. D'accord. Alors le RHDP, parti au pouvoir, éprouvé par ces législatives, alors ce n'est pas seulement ce parti-là qui vit les frais de cette législative. Alors, on a l'opposition qui avait décidé d'aller en bloc serré et qui finalement ne s'est pas gagné, Sylvain Nguessa. Oui, bon, il y a une problématique qu'on n'a pas peut-être soulevée ou alors qu'on refuse de soulever. Au-delà de cette élection législative se joue 2025. Donc peut-être qu'au sein du RHDP se joue présentement l'après-Ouattara. Au sein du FPI également, les projets politiques de M. Pascal Affi-N'Guessan, de M. Laurent Gbagbo, etc. etc. Donc, positionner les candidats au nom de l'appareil, non, l'appareil est piloté. Et l'appareil politique, la machine politique est pilotée. À l'interne se font des stratégies de lobbying. Tel gagne parce qu'il peut te pousser demain à être le candidat du parti. Si c'est tel autre qui gagne, c'est tel clan qui est porté au devant. Tel autre pourrait être le candidat à vos détriments. Non, on rentre dans ce jeu de positionnement, jeu de cartes, et finalement le parti, les intérêts du parti peuvent être mis de côté au profit des intérêts des cadres qui préparent déjà 2025. Pour revenir au FPI dont on parlait tantôt, à l'opposition. À l'opposition de façon générale. La ça allait de soi. Le PDCI et le FPI Tendance Gore se disent qu'ils sont les majoritaires et que tout l'électorat de l'opposition est aligné derrière eux. Bon, c'est des arguments. M. Pascal Affi-N'Guessan a présenté plusieurs candidats. En 2015, il n'a eu que 3 députés. Donc les Gore se disent que si Affi n'a eu que 3, ça veut dire qu'il est ultra minoritaire. Il a été ignoré à Yopougon. Plusieurs localités. Donc, qu'il essaie de taire un peu ses ambitions pour laisser les cadres Gore présenter leur candidat. Bon, lui aussi n'entend pas les choses de cette oreille. Il a payé le prix force dernièrement. Ils ont eu le temps de travailler sur le terrain pendant 8 ans, 9 ans. Donc, difficile de s'effacer si facilement au profit de... Bon, maintenant, il y a les autres partis qui ne pèsent pas grand-chose quand même devant COGEP, Leader... l'UDPCI qui n'a pas forcément intégré l'opposition en tant que telle. On ne sait pas trop où l'UDPCI se situe. Vous pensez qu'ils ne sont pas encore dans la plateforme de l'opposition, l'UDPCI? Donc, le PDCI... Le leader, quand même... l'UDPCI a sa plateforme, qui est la plateforme Arc-en-Ciel. Oui, ça reste l'opposition aussi. Donc, pour le moment, le président Bédié et le président Gbagbo ont choisi de faire liste commune pour essayer de peser. Et ça se passe plutôt bien entre le PDCI et les Gore? Je pense bien. C'est plutôt les partis, les autres. Ils ont voulu écraser les autres qui ont tenté de prendre leur autonomie. Le COGEP a parlé d'une guerre d'hégémonie au sein donc, de cette plateforme. Ils se sont donc retirés. Oui, mais... Ils ont eu quelques candidats. On verra ce qui pèse réellement sur le terrain. C'est ça. Animer des meetings, faire applaudir des gens, ça ne transforme pas forcément ces personnes en électeurs potentiels. D'accord. On verra réellement ce qu'ils pèsent. Alors, Sylvain Debaï, on a vu que le bloc de l'opposition qui voulait vraiment donner du fil à retordre au RHDP, je ne dirais pas vol en éclats, mais quand même montre des fissures. Oui, mais il faut revenir à la cause même qui a créé cette coalition de l'opposition. Était-ce une coalition électorale ou était-ce une coalition pour un besoin ponctuel? À l'analyse, on se rend compte que ça ne pouvait pas être une coalition électorale parce que si ça en était une, on n'aurait pas vu ce tiraillement-là. Mais c'est aussi de bonne guerre, parce que quand vous avez
la CDRP, elle seule, 22 partis et des mouvements de la société civile. Quand on prenait EDS, plus de 12 partis et mouvements de la société civile. Alors, dans ce conglomérat-là, qui on prend, qui on laisse, je crois que ce qui s'affirme, ce sont les plus forts qui s'affirment. Hein. Ouais. Si les petits partis pensaient qu'ils ont trouvé là une occasion de prendre de l'ascension, on leur rappelle que, écoutez, c'est vrai, on s'est mis ensemble à un moment donné, mais il y a quand même, rapidement, il faut qu'on revienne à la réalité du terrain. Mais ils n'accompagnent pas les grands partis en ramassant les chaises. Il faut bien qu'on leur fasse un peu de place. Oui, mais il faut qu'ils s'affirment, qu'ils aillent sur le terrain. Moi, j'ai pensé qu'à la faveur de ces législatives-là, on devrait maintenant libérer les énergies. Derrière les écrans, on a fait beaucoup de bruit. Le temps est maintenant venu que chacun aille se peser sur le terrain et qu'on ramène la victoire dans la maison commune. Et cette façon de faire-là pourrait maintenant consolider ce bloc de l'opposition-là. Mais si on pense derrière, si on a une arrière-pensée comme quoi on a trouvé une occasion de devenir député, de devenir maire, je crois que ça ne pourra pas marcher hein, parce qu'il y a les partis traditionnels qui sont là. Qui du PDCI et du PIT de M. Akaïji devrait laisser la place à Yopougon ou à Cocody. Équation difficile à résoudre. Professeur Goa. Oui. Donc, comme je le disais, tout assemblage n'est pas forcément adhésif. Donc, il faut voir que ces partis-là se sont retrouvés dans un cadre bien ponctuel, enfin, bien précis. Donc, dans la mouvance de la présidentielle, ces partis se sont retrouvés, ces partis de l'opposition, sont retrouvés pour atteindre un objectif. Mais pour ce qui concerne les législatifs, effectivement, ils se sont mis ensemble, ou ils veulent se mettre ensemble pour aller ensemble à ces législatifs. C'est une plateforme électorale. Oui, on pourrait dire... Non idéologique, mais électorale quand même. Ça n'a jamais été dit. Bon, ça n'a pas été dit, mais comme je le dis, ça veut dire... Quand on décide de se mettre en bloc, c'est carrément une plateforme électorale. Quand on décide d'aller ensemble... Les idéologies s'entrechoquent, mais on va pour prendre des places à l'hémicycle et faire du président le roi qui n'a pas de pouvoir. C'était d'abord pour contrer Alassane Ouattara sur son projet de troisième mandat. Voilà. Donc, oui, là, cette plateforme au niveau des législatives, telles qui se sont rassemblées, il s'agit là de ravir les places de l'hémicycle. Oui, c'est ce qu'ils ont pensé, ou bien c'est ce qu'ils pensent. Ça veut dire quoi? Quand nous avons fait un projet, nous sommes mis ensemble pour contrer un troisième mandat et qu'on se retrouve à être dépassé et qu'on se retrouve à aller aux élections législatives, on décide de se mettre ensemble. Maintenant, le projet de se mettre ensemble est un bon projet si c'était dans le cadre présidentiel. Mais dans le cadre des élections locales, cela devient très difficile. Parce que ça veut dire que certains partis qu'on qualifie de petits, ces partis-là doivent faire, je veux dire, amende honorable pour laisser la chance à ceux qui ont du poids. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas accepter parce que chacun... Voilà, c'est le risque de se faire phagocyter finalement. Oui. Alors, Pierre Diplôme est là. Oui. Sur ce même plateau avec Ali l'année dernière, lorsque cette plateforme de l'opposition a été mise en place, on avait fait une émission, on avait posé la question, est-ce que c'était l'union sacrée? Moi, j'étais toujours de ce côté et j'avais dit que ce n'était pas une union et n'était même pas sacrée. Et on a vu la suite. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que même s'il y a divergence de vision politique, ils sont mis ensemble pour un objectif bien précis. Mais Dr Sylvain Nguessan l'a dit, il y a quelque chose dont on ne parle pas. Ce qu'ils doivent faire, c'est s'organiser pour 2025. Vous voyez bien que les élections législatives ont lieu en mars, dans un mois à peine, ou bien un mois et demi. Ils ont du mal à s'entendre parce qu'il y a des alliances contre nature. Quand vous voyez le FP Gore, qui est de gauche, s'allier avec le PDC qui est un parti de droite, allons-y comprendre quelque chose. Donc, à partir de ce moment, il faut qu'ils se réorganisent. Au départ, pendant la présidentielle, ils tâtonnaient, ils bricolaient parce que justement, ils avaient peut-être derrière la tête que la théorie du chaos allait passer par le CNT. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut revenir dans le jeu. Il y a eu donc l'ouverture du dialogue politique et ensuite la signature des conclusions. Donc, ils sont dans un bon état d'esprit. Et vous savez, j'ai toujours dit sur ce plateau, lorsque les choses se passent bien, il faut dire que ça se passe bien. Et je pense qu'ils ont eu raison de revenir parce qu'ils ont compris. Mais il faut qu'ils sachent qu'on ne peut pas conquérir les électeurs en 2021 si on ne leur parle pas et qu'ils comprennent exactement ce que les gens disent. Parce que souvent,
fois, les gens ont l'impression qu'il y a une dissonance cognitive. Vous êtes de gauche, vous avez un discours de droite. Ou alors vous êtes de gauche, vous allez à quelqu'un de droite. À partir de ce moment, ça crée des confusions. Donc, cette opposition doit bien s'organiser. Il faut surtout que le FPI se rassemble, s'unisse et que le PDCI se remobilise parce que pendant longtemps, le PDCI a travaillé aux côtés du RDR au sein du RHDP, il se retire, donc il recommence progressivement. Donc ça va être difficile pour eux. Il y a un autre facteur qu'on ne soulève pas, ce sont les électeurs. Parce que pour aller voter les députés, il faut être électeur. Et pendant longtemps, on a vu qu'une partie de l'opposition a boycotté les audiences foraines, les inscriptions chez les listes électorales. Donc, au moment de voter, ils ne vont pas voter. Donc, toute cette construction-là, et je crois que c'est Dr Sylvain Guessant qui a raison, il faut faire quelque chose pour 2025. Et je crois qu'en partant à cette élection, ils vont faire un petit test pour voir exactement comment ça va se passer. Alors, Mathieu... Oui, l'observation de Rissé Kenda est très juste, surtout dans la partie où il dit que ce n'était pas une union sacrée. Non, cette union elle est née sous nos yeux il y a à peine 2 mois. Au départ, chaque parti a présenté un candidat. Quand on a parlé de 44 candidats à la CEI, c'est parce qu'ils ne se sont pas entendus sur un nom. Et certains partis, notamment le PDCI, a fait l'investiture de son candidat. Yamsoukro, Afingissa a fait son investiture. Et puis, au dernier moment, on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé. Chacun d'eux a dit « je ne vais plus ». Donc, ce n'est même pas eux qui se sont entendus sur quoi que ce soit. Est-ce que c'est parce qu'au dernier moment, ils ont constaté que sur le terrain, aller face à la salle Ouattara qui était suffisamment organisée avec un appareil suffisamment puissant, c'était compliqué, on n'a rien su et automatiquement ils ont dit bon, moi je ne vais plus et c'est sur ça qu'ils se sont entendus, ne pas aller. Il n'y a pas eu d'autre raison. Ils ont mené le combat, ils sont allés au TNT, bon, on connaît tous le résultat. Ils viennent au législatif. Le problème des législatifs, c'est que chaque parti, notamment ceux qui ont une représentation nationale, ont le même problème qu'on vient d'évoquer tout à l'heure pour le RHDP, c'est-à-dire qu'ils ont des cadres qui aspirent à ce poste. Donc déjà à l'intérieur, tu as peut-être 2 personnes par circonscription, tu vas ajouter ceux du voisin, ça fait 4, il faut choisir, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Ce qui va rester, c'est peut-être dans un endroit où on reconnaît que telle formation a un bastion là-bas, alors on va se greffer. Et puis il a dit qu'il y a eu soit des partis qui n'existent que de nom, il faut qu'on se respecter. Quand on parle de législatif, j'ai été étonné la dernière fois. C'est quel parti qui n'existe que de nom? Il y a une série de partis dont je ne peux même pas citer le nom, qui font une réunion pour dire qu'ils ne participent même pas au législatif. Je dis, donc ça ne vous concerne même pas. Ils ne sont pas concernés par les législatives. Non, c'est option, disait une réunion des milliardaires et puis moi j'ai dit je ne participe pas. Mais alors est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes s'approprient, les femmes, les jeunes s'approprient ces élections législatives? Moi j'ai l'impression par moments qu'ils sont des suppléants pour la plupart. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ça bouillonne et que les jeunes essaient de disputer des places? Bon, en fait, il faut savoir que toute élection nécessite des moyens. Les jeunes n'ont pas les moyens? Je pense bien, la plupart n'ont pas les moyens. Ah oui? Ouais, vous êtes d'accord? Les jeunes n'ont pas les moyens. Non, je partage parfaitement parce qu'on a un système où, quand tu écoutes les gens, et tout à l'heure, en début d'émission, Alice parlait d'une dame, on dit, elle est proche de nous, ou il est proche de nous, il est proche des populations. L'électeur lui-même, et ça c'est un vrai problème de démocratie en Côte d'Ivoire, l'électeur lui-même ne partage pas l'idéal d'un parti, ne partage pas un principe. Oui. Ailleurs, bon, je suis un peu chargé de suivre les élections hors de la Côte d'Ivoire de par ma profession à Patenté matin. Quand il y a les législatifs, c'est des sujets écolos, on doit supprimer terre centrale, on doit diminuer le nombre de... En Côte d'Ivoire, on n'entend pas parler de ça. On cherche les gens qui sont proches de nous. Le gars dit, on cherche ceux qui nous donnent l'argent. D'accord. Voilà. Donc l'électeur lui-même... Messieurs, je vous invite à prendre une petite pause et on reviendra juste après. Près de 4 mois après leur retrait pour convenance personnelle, les 2 commissaires de l'opposition, Alain Degou et Yapi Yapo, réintègrent la commission électorale indépendante. S'ils échappent à une procédure de révocation pour faute grave, ils sont toutefois sanctionnés suivant le règlement de la CEI. Thiémé Danger, Mathieu Mbadé. Retour à la maison CEI pour Alain Degou et Yapo Yapi. Ces 2 commissaires du bureau central de la commission électorale indépendante qui avaient claqué la porte de l'institution électorale du pays le 30 septembre dernier pour convenance personnelle retrouvent leur place. Ainsi, en ont décidé leurs pairs. Au terme d'une chaude réunion sur la question, les 13 commissaires siégeants prennent position. La commission centrale considère cette action comme un manquement grave à leur serment qui s'assimile
ni plus ou moins à un acte de parjure. Quoique qualifiant cette sortie de faute grave, la commission centrale accorde une grâce aux mises en cause. Les commissaires centraux prennent acte de la lettre d'excuse que les deux commissaires leur ont adressée et décident, dans leur volonté, de contribuer à l'apaisement du climat sociopolitique, et plus particulièrement celui qui entoure le processus électoral, de renoncer à enclencher une procédure de révocation en acceptant leur retour. Cette grâce n'exempte pas pour autant les deux commissaires de sanction. Dans un souci de transparence et afin de rassurer les électeurs et les candidats, la commission centrale a décidé de leur donner un avertissement et par ailleurs de leur retirer leur zone de supervision électorale pour l'élection des députés, de retirer la présidence de la sous-commission sécurité, informatique et logistique au vice-président Alain Dogou. La commission centrale, ajoute le porte-parole, profite de cette affaire pour rappeler aux commissaires centraux et locaux le caractère impératif du serment. Espérant que cet incident restera le dernier de l'histoire de la CEI, il a fait savoir que la commission centrale reste concentrée sur l'organisation de l'élection des députés du 6 mars 2021, dont la réception des dossiers de candidature s'achève ce vendredi 22 janvier 2021. Retour sur le plateau de NCI 360 et pour la suite, on a été rejoint par Dr Claude Prégnon-Naï, expert en sciences politiques. Merci d'être venu. Merci. Alors, vous avez regardé ce reportage. Votre commentaire sur ce retour de l'opposition qui reprend sa place au sein de l'institution? D'accord. Moi, je pense que la réaction de la commission centrale est tout à fait légitime. Parce que, effectivement, le retrait des deux membres de l'opposition de cette CEI, je trouve que ce retrait était incohérent. Voici une opposition qui réclame une CEI indépendante qui va se démarquer du contrôle politique. Et voilà que après l'arrêt de la Cour africaine, l'opposition accepte de rentrer dans cette CEI pour la rééquilibrer. Et on sait que les deux membres de l'opposition sortent de la CEI parce que leur parti d'opposition, leur parti d'origine, justement contestait l'organisation des élections présidentielles. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la CEI est une autorité administrative indépendante. Et les deux membres de la CEI de l'opposition, ils sont assermentés. Vous n'allez pas demander une chose et le contraire. Parce que justement, quand vous appartenez à la CEI, vous n'appartenez plus à vos partis politiques. Et c'est votre combat, c'est le combat de l'opposition. Rendre la CEI indépendante, mais du coup, on se rend compte qu'ils sont membres de la CEI, ils sont assermentés, mais ils sont encore sous le contrôle de leur parti politique. Et justement, c'est à juste titre que le président de la CEI a qualifié leur comportement de parjure, parce qu'ils sont assermentés. Donc leur retour, c'est tout à fait normal, mais je pense que pour une opposition responsable, il faut éviter de demander une chose et le contraire. La CEI, si elle est indépendante et que vous êtes membre de la CEI, normalement, vous devrez être capable de vous émanciper des mots d'ordre de vos partis pour donner l'exemple au gouvernement. Donc moi je pense que leur retour, c'est une bonne chose. Ça rentre dans le cadre de ce que le dialogue politique a recommandé. Professeur Goa. Oui, bon, moi, je n'ai pas la même lecture. Hein. Vous savez, il faut reconnaître, même qu'on dise que la CEI est une institution indépendante, les représentants, on parle de représentants des partis politiques. Donc, ce sont les aspects politiques qu'il faut voir. Ça veut dire, ces commissaires-là ont été envoyés en mission par qui? Par leur parti. Même si ils intègrent une institution qui devient, qui est indépendante. Mais ils sont représentants des partis. Donc si leur parti rentre dans dans une logique, soit de boycott ou de temps, donc ils vont faire appel. Est-ce qu'on va à la CEI pour servir son parti? Oui, moi, c'est ma question. On va le laisser quand même terminer. D'accord. Donc, je pense qu'ils sont dans la logique de respect de leur parti. Je vais prendre un exemple pour un peu étayer. Hein. Ça veut dire, si la Côte d'Ivoire, par exemple, envoie un diplomate intégrer une institution internationale et qu'il y a un incident diplomatique, la Côte d'Ivoire fait appel à son représentant. Ça veut dire s'il fait appel et qu'après on résout, puisqu'on parle de résolution, des négociations entre les différents partis,
Et c'est s'il fait qu'ils intègrent. Sinon, ils avaient dit, bon, pourquoi ils intègrent? Donc ça veut dire qu'il y a l'aspect politique. Donc si la Côte d'Ivoire dit, bon, on a résolu l'incident diplomatique, et donc l'ambassadeur ou bien le représentant de la Côte d'Ivoire puisse aller, on ne va pas dire pourquoi il est parti tant. Parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect politique. En tout cas, c'est important. C'est votre avis? Ça justifie que certains avaient demandé. La parole juste après. Ça justifie que certains avaient demandé une CEI de techniciens. On ne peut pas avoir une CEI composée de représentants des partis politiques et parler de commissions indépendantes. Ils ont été mandatés par leur parti politique. Si le parti politique l'a mandaté, lui demande de revenir, qu'est-ce qu'il fait? Non, il faudra faire un choix. Soit on ne peut pas accepter une série de techniciens, et puis on revient au modèle ancien avec des préfets qui organisent des élections, des ENAC, des administrateurs, soit alors c'est une commission qui est indépendante et il n'y a pas de représentants des partis politiques. Avant de soi, les élections en 2010, c'était sensiblement la même chose. MJP, MPGO, MPCI, on ne savait plus. MPCI composé de la société civile exclusivement, mais notre société civile appelons les techniciens. Moi, je ne parle pas de société civile, des techniciens. A-t-on besoin d'informaticiens à ce niveau? On fait un appel à candidature, on sélectionne les meilleurs qui ne sont pas marqués politiquement. A-t-on besoin de géographes à ce niveau pour faire a-t-on besoin de statisticiens? On lance dans ce moment-là, on est dans un processus. Mais si ces représentants des partis politiques n'avaient pas quitter la CEI. Vous pensez qu'aujourd'hui, le parti allait les recommander encore? Ils auraient choisi d'autres personnes. Non. Oui, je voulais... C'est votre avis? Non, ce n'est pas un problème d'avis, mais faire relever certaines choses. Les représentants, ceux qui sont à la CEI aujourd'hui ne sont pas les représentants des partis politiques. La loi de août 2019 a réglé ce problème. Effectivement, au début, c'était des représentants des partis politiques. Et on a estimé que ça crée une confusion tant dans l'opinion qu'au niveau même des formations politiques. Donc la loi a demandé qu'ils soient appelés des proposés de partis politiques. Et je me souviens très bien que lors de leur prestation de serment, le président de la Cour... C'est difficile de faire la démarcation. C'est un jeu de mots, hein? Le président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle est venu en personne leur dire « Je suis là pour vous rappeler deux choses. Première chose, vous êtes indépendant. Que si on a changé la loi, ça veut dire que vous n'êtes plus les représentants d'aucune formation politique. Quand vous prêtez serment, c'est pour votre indépendance par rapport même aux chapelles qui vous ont envoyé ici. » Et ça a eu lieu, et puis un an après, ils n'ont pas... Grosse confusion, hein, sur ce point-là. Moi, ce que je ne veux pas revenir sur le fait qu'il soit représentant des partis politiques, puisqu'on en a beaucoup parlé. Moi, ce que je remarque, c'est surtout la vivacité, la richesse démocratique, parce que j'avais déjà dit une fois qu'après le 31, on va vivre un véritable miracle en Côte d'Ivoire, parce que, souvenez-vous, lorsqu'on a délégué le représentant du PDCI, qui devait... en séance solennelle, venir prêter serment, il ne s'est pas excusé, il n'est pas venu. En réalité, c'est un outrage à la Cour. Mais on pouvait l'arrêter, on ne l'a pas arrêté. Mais tout cet exercice, c'est pour éduquer davantage. Vous voyez qu'il y a un débat autour et les gens vont comprendre. On est là encore à l'éducation Oui, absolument, parce que nous sommes des jeunes nations. Vous savez, toutes ces grandes démocraties ont mis du temps. Hein, Après un outrage à la Cour... Mais on ne l'a pas arrêté. On devait pouvoir l'arrêter, on ne l'a pas arrêté. Mais parce qu'on est dans un processus, on a un processus de construction démocratique. Et ensuite, quand vous regardez bien le déroulé de leur retour, mais ils sont lourdement sanctionnés, même si on ne dit pas. Hein, ils n'ont plus droit, par exemple, Alain Dogou n'a plus droit à son poste de vice-président. Ils ont reçu un avertissement. C'est une sanction. Il y a également le retrait de leur zone donc, voilà. De supervision. Donc, du coup, c'est une sanction qui, pour vous... Alors, on va revenir justement sur cette sanction-là. Quelle est l'implication de cette sanction? Alors, on va écouter un peu ton avis sur ce retour et ces sanctions aussi. Oui, ce qui s'est passé là, je me dis que ça pourrait se résumer en ceci, qu'on ne saurait cacher le soleil avec la main. On a parlé d'une commission électorale indépendante, mais les hommes qui la composent ne sont pas des gens indépendants de leur parti politique. On connaît bien Alain Dogou en Côte d'Ivoire, c'est un pur militant du FPI. Même le porte-parole, c'est un pur RHDP. Alors, ces hommes-là, est-ce que c'est parce qu'ils sont à la CEI que s'efface leur appartenance à ces partis-là, même quand bien même ils sont assermentés? Quand ils prêtent serment, c'est pour servir la nation avec loyauté. Mais la loyauté aussi, ils sont loyaux aussi à leur parti. Donc, quand aujourd'hui... Est-ce que vous dites appeler le devoir d'ingratitude? Oui, bon, dans la pratique... Il y a bien le devoir d'ingratitude, mais très vite, on est rattrapé par son passé politique. Hein. Ça nous suit partout. Donc, ce qui se passe à la CEI, moi, je suis bien heureux
que des sanctions ont été prises. Mais à partir de maintenant, nous allons suivre. Tous ceux qui feront, qui vont faire un manquement, je souhaiterais qu'on les sanctionne également. Eux, ils sont sanctionnés aujourd'hui, mais les autres, qui les sanctionnent? Tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, conduit à toute cette guerre, à toute cette tuerie et tout ça, qui les sanctionnent. Donc, à un moment donné, c'est vrai que quand on est investi d'une mission publique, on a un devoir vis-à-vis de celui qui vous en parle, vis-à-vis de la nation. Donc, c'est normal qu'ils aient été sanctionnés. Mais allons-y plus loin et mettons tout à plat. Et puis, bon, ben... Oui, docteur Claude Prignon, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, effectivement. Moi, ce que je soutiens, c'est que c'est la position de l'opposition. En fait, c'est pas que l'opposition n'a pas le droit de se comporter de la sorte. Mais ma préoccupation, c'est la position de l'opposition. C'est l'opposition qui réclame effectivement une CEI indépendante. C'est pas que l'opposition. Non, je vais dire... La CEI est née quand? C'est vieux, ça. Oui, je vais dire l'indépendance de la CEI, c'est une question récurrente à chaque élection. C'est un combat qui dure depuis 1990. C'est en 2001 qu'on a obtenu cette commission indépendante. Donc justement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que chaque Ivoirien participe à la consolider. Et donc, effectivement, on le sait, la CEI, elle est là, mais tout le monde participe à la consolider. Je parle de l'actualité. L'actualité, c'est qu'il y a une opposition, il y a un parti au pouvoir depuis 2011. L'opposition réclame justement une CEI consensuelle, une CEI transparente. Et justement, ils ont saisi la Cour africaine pour cela. Ce que je dis, c'est la position de l'opposition qui réclame une CEI transparente. Et elle rentre dans cette CEI et elle se fait manipuler par... enfin, les membres se font manipuler par leur parti politique. Ce qui n'est pas véritablement un problème, mais c'est... Au nom de la transparence. Voilà, au nom de la transparence qu'elle réclame elle-même. Puisque justement, elle ne sera pas étonnée que les membres de la CEI, proches du RHDP, soient également manipulés par leur parti politique. On revient à la case départ. Parce qu'on ne peut pas lutter pour une chose, l'obtenir et puis nous-mêmes prêter le flanc. Donc disons que si effectivement les membres de la CEI, proches du RHDP, se comportent comme l'opposition, finalement on n'est pas allé plus loin. M. Alain Dobou, il est vice-président de la CEI et il est même intérimaire du président de la CEI si celui-ci est absent. Imaginez-vous que le président de la CEI soit absent et qu'il est élu le président par intérim et que son parti lui demande de sortir de la CEI. La CEI ne va plus exister puisque lui, il est vice-président et il est chargé de l'intérim. Donc il y a des choses, il y a la responsabilité aussi. Alors, docteur Sylvain Nguessan, un retour heureux pour l'opposition, mais un départ. Un départ on va appeler... Henriette Lagou, c'est une crise, une autre crise ou quoi? Bon, sur le départ de Henriette Lagou, on ne peut qu'avancer des hypothèses pour le moment. Soit dans sa trajectoire professionnelle, elle envisage faire autre chose. Soit elle voulait savoir comment la CEI fonctionne pour mieux préparer sa candidature en 2025. Ou alors... Est-ce que c'est un hasard qu'il y ait des arrivants et un départ? C'est un calendrier, c'est un hasard. Elle a expliqué. Elle a expliqué, j'ai lu un article où elle explique qu'elle veut retrouver le terrain. Elle a expliqué dans un article qu'elle veut retrouver le terrain. Oui, elle est pratiquement candidate. C'est une explication qui tient la route. Mais puisqu'elle est pratiquement candidate. Elle est candidate à Daoukro. Elle veut être face au patron de Mathieu, justement. Face au patron de Mathieu. Elle veut être candidate à Daoukro. C'est un fait. Elle est même allée en pré-campagne, entre guillemets, où elle a croisé ses parents, un certain nombre de militants. En pré-campagne alors qu'elle est dans l'institution? Oui, elle est allée au contact, parce parce qu'elle a quand même... C'est sa région. Elle est allée à la rencontre de ses parents. Vous avez parlé de pré-campagne, donc moi j'estime que quand on a la CEI, c'est pas pour la politique, mais elle est allée au contact du terrain. Et là-bas, bon, les vieux, les jeunes lui ont dit, bon, écoutez, nous on voulait que tu viennes, nous, sur notre représentante et tout ça. Et donc, selon ce que je sais, c'est que depuis ce temps, elle avait écrit une lettre de démission qui a traîné dans les tiroirs pendant plus d'1 mois. Jusqu'à ce que bon, la démission effective arrive. Le président de la CEI aurait d'abord, dans un premier temps, refusé cette démission-là. Et bon, ben, avec sa pression, le président a fini par céder. C'est vraiment ce que je sais de... Oui. Bon, j'ai lu dans la presse qu'elle a dit qu'elle n'a pas... En fait, elle a parlé de la liberté d'expression à la CEI. Je pense, mais je n'ai pas lu vraiment, mais... Non, il faut être précis. Elle a été précise. On lui posait la question pour qu'elle parle
elle a dit, quand nous sommes à l'intérieur, on a une obligation de réserve. Et quand on sort aussi, on a une obligation de réserve. Le journal voulait qu'elle explique. Donc elle disait non, elle ne disait pas qu'on les muselle. C'est pas ce qu'elle a dit. Maintenant, c'est une femme politique. Il y a le virus de la politique, elle a grandi dedans. D'abord au PDCI, ensuite elle est partie dans la coalition LMP, et elle revient. Elle est venue d'exil, et quand elle revient d'exil, c'est le poste qu'on lui propose. Elle est dans une administration qui est quand même assez rigide, et elle a envie d'avoir le contact. Elle a envie de s'exprimer. Oui, elle a envie de s'exprimer politiquement, parce que c'est une grande femme politique, et donc c'est tout à fait légitime. Les gens ont envie de s'exprimer, nous sommes en démocratie. Elle estime qu'elle a fait ce qu'elle pouvait faire lorsqu'elle était à la commission électorale indépendante. Maintenant, elle veut retrouver son public, et là où elle s'est épanouie le mieux, donc oui, voilà. Là où elle s'est épanouie le mieux, c'est tout Alors, à fait... ce retour de l'opposition au sein de l'institution qu'est la CEI, qu'est-ce que ça va changer fondamentalement dans le déroulé de ces élections législatives? Justement, comme il s'agit d'une commission électorale dite indépendante, cela va rassurer les partis d'opposition parce qu'ils ont des représentants à l'intérieur et donc qui pourront avoir accès à certains documents, à certains fichiers, et donc à partir de 22h pourront faire le point à leur parti politique. Soit on veut une commission électorale indépendante et on prend vraiment des gens indépendants, des cadres, la Côte d'Ivoire n'en manque pas, qui ont fait leurs preuves dans différents domaines de compétences. On les met, et c'est une commission électorale indépendante, ou alors on chapeaute avec une commission centrale comme ça, et puis on laisse les préfets organiser les élections. Ça nous reviendra encore moins cher. Ça ne sert à rien d'organiser chaque fois les élections les plus chères, de voir ces résultats contestés, d'avoir moins d'hommes et de revenir avec les mêmes pratiques en espérant que ça va changer. Alors, ce pari n'est pas gagné. Hein, oui, mais c'est pas... Bon, parlant d'Ariette de Lagou, parlant des deux... Ça pose aussi... Moi, ça me pose un problème moral. Hein. Ça me pose un problème moral parce que lorsque tu acceptes de participer à une commission qui est chargée d'organiser les élections de 2020 et 2021, tu pars en coup de route et dis, bon, moi-même, je m'en vais jouer. Ça fait pas... Moi, j'ai un problème moral avec ça. Parce que tu étais là quand on organisait les présidentielles et on est sûr que tu... ne jouais pas pendant la présidentielle. Oui, mais c'est le même électorat. Tu aurais pu alors, peut-être de par ta position, comme tu as un agenda secret. Moi, ça me pose un problème moral. Tout comme celui des représentants de l'opposition qui sont revenus, ça me pose un problème moral. Quand on va devant la Cour constitutionnelle et qu'on prête serment, je ne servirai que l'institution, en plus de l'opposition. Puis après, on dit, bon là, d'accord, comme mes gars ne sont pas d'accord, bon, moi je retourne. Et tout à l'heure, il a fait la comparaison avec les représentations diplomatiques. Non, c'est vraiment pas du tout la même chose. Peut-être s'il y a une comparaison à faire, c'est peut-être les éléphants s'en vont jouer au football, la Côte d'Ivoire déshabite là-bas. À un moment donné, l'équipe nationale revient. Et puis nos habits disent, bon, je suis... Non, parce que quand, par exemple, au niveau du football, pour ceux qui le suivent de près, quand un arbitre s'en va, il va en tant qu'arbitre, il ne défend même pas ta nation. Il va arbitrer, il ne défend même pas la nation. Et normalement, les commissaires devraient être... Les membres de la suite devraient... Donc on va sereinement à des élections législatives, la commission électorale indépendante a retrouvé son unité, voilà. Bon, en fait, moi, ce que le docteur Nguessan a dit, ça veut dire si on veut une commission électorale vraiment, parce qu'on ne peut pas... c'est à l'heure de penser que des représentants de partis politiques seront vraiment indépendants et vont se désolidariser, bien, en tout cas, n'auront pas d'attache. Ils devraient, vu que les oui, ils devraient, mais nous sommes en Côte d'Ivoire et nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Et le véritable problème des élections, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut proposer, ça veut dire qu'il faut des gens qui n'ont pas d'appartenance politique. Comme le suggère Dr Nguessan. Professeur, je voulais rebondir. Oui. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a cité professeur Francis Vaudier qui a parlé de devoir d'ingratitude. Mais avant, professeur Vaudier, c'était Badinter qui l'avait dit à François Mitterrand, je crois, si je ne me trompe pas, le président. Mais pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, par exemple, dans les grandes démocraties, on nomme quelqu'un à la Cour suprême, un magistrat, et il a donc ce devoir, cette exigence d'ingratitude? Mais vous avez vu, parfois, le président qui a nommé un juge de haut rang à la Cour suprême, il a envie de prendre une décision et ce même juge lui dit non, vous n'allez pas dans le bon sens. Donc, si on va dans une commission électorale indépendante et qu'on passe devant le Conseil constitutionnel, Obama l'avait dit, on n'a pas besoin de grands dirigeants, on a besoin de grandes institutions. Vous avez vu les États-Unis, Joe Biden vient de prêter serment, mais c'est parce que l'institution est forte qu'elle a maintenu le cap jusqu'au bout. Je suis d'accord avec vous, parce que les institutions sont fortes.
Ils n'existent même pas. Voilà. En fait, le vrai problème, c'est ça. Nous n'avons pas d'institutions. En fait, c'est ça. Sinon, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Dès lors qu'on nomme quelqu'un à une commission, il devait se départir de son... Je suis d'accord avec vous. En fait, moi, je rappelle, j'amène ça à notre société ivoirienne. Ça veut dire, dès lors que ça soit à la CEI, que ça soit... Dès lors que quelqu'un est désigné par la chose, il pense devoir à la personne qui l'a désigné. Maintenant, il y a peut-être un débat, parce qu'il a soulevé un problème. Est-ce qu'il faut toujours continuer avec une CEI dans laquelle, d'une façon ou d'une autre, même si le mot représentant légalement a été enlevé, on sait qu'ils viennent des partis politiques parce qu'ils ont été proposés, selon le terme actuel, par des partis politiques. Le problème, c'est que dans un pays normal, ce sont les préfets qui organisent les élections, ça il l'a dit. Dans un pays normal, à un moment donné, on venait de passer du multipartisme, du monopartisme au multipartisme. On dit, bon, on n'a pas encore le temps, rapidement, mettons une commission indépendante dans laquelle on va avoir des gens, les membres des partis politiques, pour suivre le déroulé. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la commission centrale de la CEI qui organise le scrutin, c'est vraiment pas possible. C'est pour ça que pour moi, un jour, il faudrait qu'on parle de comment on peut tricher à une élection, comment fonctionnent les élections. Tant qu'on n'a pas ces données, ces batailles donnent l'impression... Ce n'est pas des gens qui sont assis aux deux plateaux qui organisent les élections. Gagne d'abord à la CEI, d'abord dans l'institution, avant qu'on constate la victoire sur le terrain. C'est vraiment l'impression que ça donne, parce que cette bataille de contrôle... Oui, mais c'est une impression qui vient des démocrates illibéraux, parce que ce sont des populistes. Les démocrates illibéraux, ce sont ceux qui veulent profiter de l'environnement démocratique, de la démocratie libérale, justement pour, quand ça leur profite, et quand ça ne leur profite pas, ils contestent, ils refusent. Ça, ce sont des démocrates illibéraux. Ils sont des populistes. Et cette impression, ce n'est qu'une impression, ça devient... plus tard des automatismes langagiers parce qu'on répète, mais en réalité, on ne gagne pas une élection en avance, c'est sur le terrain, on fait une personne, une voix, et c'est contraire. Il y en a, dans certaines élections, une personne a 3 voix. Ça, c'est les suffrages exprimés, mais le vote, il est en démocratie libérale, une personne, une voix, et lorsque vous avez plus de voix, à plus de 50%, vous avez gagné l'élection. Oui, docteur. Moi, je pense qu'effectivement, quand on dit que la CEI n'est pas indépendante, c'est clair que ça fait partie du langage courant. Nous tous, depuis des années, on le dit. Maintenant, le problème, c'est de savoir la CEI, elle est composée comment. Aujourd'hui, c'est une loi organique qui fixe la composition de la CEI. Ce sont les députés qui la votent. Quand une opposition n'est pas présente à l'Assemblée nationale, naturellement, elle ne peut pas discuter de la composition de la CEI. Parce que quoi qu'on dise, un pays fonctionne avec les institutions. Aujourd'hui, tout le monde le dit, la CEI n'est pas indépendante. Est-ce qu'il ne faut pas revenir au préfet? Mais la loi de 2019 est claire. C'est 15 personnes, 2 tiers de la société civile et 1 tiers des partis politiques. Voilà, on ne nous dira pas que la CEI est contrôlée par les partis politiques. Mais le problème, la société civile, justement, qui est derrière la société civile? Et puis, qui a voté pour la composition des membres de la CEI? Ce sont les députés. Ce sont les représentants du peuple. Donc, moi, je veux dire que le problème n'est pas au niveau de la composition. Le problème, c'est une lutte pour la démocratie qui doit être permanente. La CEI, c'est le fruit de la lutte pour la démocratie. Maintenant, justement, si vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale pour réclamer une CEI juste et équilibrée, mais naturellement, je n'ai jamais vu un pouvoir dans ce monde-là qui va s'auto-flageller. Donc, naturellement, le pouvoir fait sa CEI à sa dimension. Et ce sont les institutions, ça fonctionne. Parce qu'il faut aussi arrêter de ne pas, justement, critiquer l'opposition. La démocratie pluraliste demande de la responsabilité pour chaque parti. Aussi bien l'opposition que les partis au pouvoir. La preuve, la Constitution reconnaît justement les partis politiques comme des partis d'utilité publique. Donc, chaque fois, on ne va pas aussi jeter la pierre aux gouvernants. Voilà. Alors, l'actualité de la semaine a été marquée aussi par le comité de normalisation au niveau du football. On va revenir sur ce sujet-là, mais je vous invite à prendre une petite pause. Retour sur le plateau de NCI 360. Le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a été officiellement installé jeudi, piloté par Mariam Daogabala. Elle a annoncé qu'elle compte travailler avec les valeurs de transparence, de responsabilité citoyenne et de professionnalisme afin de remettre sur les rails le football ivoirien avant la fin du mandat fixé au 31 décembre 2021. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedou. Nous sommes au siège de la Fédération ivoirienne de football ce jeudi.
Il est exactement 14h55 quand arrive sur les lieux la présidente du comité de normalisation de cette fêtière du football, Mariam Dao Gabala, pour son installation officielle, en présence du représentant du ministre des Sports, du directeur exécutif de la FIF et d'autres acteurs du sport roi. Tous sont conscients de l'enjeu et disposés à aider ce comité. Je voulais réitérer la position du ministère des Sports qui vise à accompagner un processus qui s'impose à nous. Et l'accompagner pour une réussite totale de la mission qui vous est confiée. Parce que si nous avions tous beaucoup d'appréhension quand la nouvelle est tombée, le casting qui a été fait, le choix des personnes nous a fortement confortés et nous laisse espérer beaucoup de ce qui va être fait. Qu'ils sont les bienvenus et qu'ils trouveront auprès de nous les éléments nécessaires pour la réussite de leur mission, telle que voulue par M. le ministre, telle que voulue par la FIFA, telle que voulue par le gouvernement. Pour sa part, la nouvelle locataire de la Maison de Verre appelle au rassemblement dans l'intérêt du football ivoirien. L'enjeu est tellement important que je vous demande, et je demande au monde sportif, rassemblons-nous autour de la maison foot pour que très tôt, les choses reviennent à la normalité. Que très tôt, les choses reviennent à la normalité. Dès la semaine prochaine, avec le directeur exécutif, nous allons commencer déjà à rencontrer toutes les parties prenantes. Nous devons les écouter, nous devons observer, et puis nous allons ensuite travailler pour remettre ces choses à flot. Les présidents de clubs, quant à eux, attendent beaucoup de cette nouvelle instance. J'espère qu'avec le comité de normalisation, toutes choses seront vraiment en bonne voie et vite fait, nous allons passer aux choses sérieuses et puis pour que cette normalisation-là ne tue pas. Quand on parle de rassemblement, on parle du drapeau ivoirien, on parle de l'hymne national. Mais il faut que nous nous mettions d'accord sur nos désaccords, les présidents de club. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants souffrent. Ils ont besoin de jouer au football. Le comité de normalisation a été mis en place le 24 décembre dernier, suite aux dissensions entre les acteurs du football dans le processus électoral pour la présidence de la FIF. Alors, messieurs, que les choses reviennent à la normalité, on a jusqu'au 31 décembre pour y arriver. C'est un délai tenable? Pierre Dupont-Melin, qu'est-ce qui était anormal pour qu'on normalise? On a demandé à la FIFA, le comité exécutif de la FIF a demandé à la FIFA de trancher sur une opposition dans le processus électoral au choix des candidats à l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Au lieu de répondre à cela, ils ont donc envoyé un comité de normalisation. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle la chronologie inversée. Il y a eu des comités de normalisation ailleurs. Ça n'a rien donné. Au Cameroun, on vient encore de suspendre le président élu à l'issue du comité de normalisation et l'élection du président. Le TAS a suspendu le président élu. Donc, tout à l'heure, le représentant du ministre a dit pour le choix des personnalités, oui, des gens qu'on respecte pour leur parcours, mais qui eux-mêmes sont très compliqués et qui, par moments, lorsqu'ils expliquent certaines choses alors qu'ils ont la formation, on n'arrive pas à comprendre, eux-mêmes, ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Donc ça va être très compliqué. Je l'ai écrit dans un post qu'on risque d'aller jusqu'à beaucoup plus de temps parce que Mme Gabala, Dao Gabala, veut que ce soit au plus tard dans un an. Maintenant, il faut comprendre qu'après le comité de normalisation, on va repartir aux élections. C'est vrai qu'ils vont retoucher les textes. À qui profite? Pour nous, c'est un crime, mais des crimes de lèse-majesté. Parce que le représentant du ministre a dit ce qu'on nous a imposé. Parce qu'il s'agit quand même d'une association ivoirienne, la Fédération ivoirienne, même si la Fédération est affiliée à la FIFA. Mais c'est un crime de lèse-majesté. Les Ivoiriens n'ont pas accepté ça comme ça. Mais on accepte quand même parce qu'on pense que c'est une pilule qui va nous permettre de régler le problème. Alors, rapidement, un tour de table. En tout cas, moi, je l'accepte comme ça. Hein. Oui. Je suis d'ailleurs très content que le président ait mis en place ce comité de normalisation pour qu'on sorte de tout ce que les acteurs eux-mêmes ont appelé les rouages, ce qu'ils ont appelé les normes pratiques de la maison. Non.
On ne peut pas gérer le football ivoirien comme ça. Le football a réussi quand même à positionner la Côte d'Ivoire à côté du cacao et du zouglou. C'est un élément de soft power ivoirien qu'on ne peut pas brader comme ça, qu'on ne peut pas piétiner comme ça. On ne peut pas à chaque fois sortir des tests à la tête du client parce qu'il y a une élection à la FIF qui est arrivée. On nous sort le parrainage ici, après on organise un comité d'arbitres, les arbitres sont réunis ici, après quand on fouille, il n'y a pas d'arbitre pour faire, etc. Non, il faudrait qu'on sorte de là. Le football ivoirien mérite mieux que ça. On a eu la chance depuis les années 70 d'avoir des grands joueurs, on ne finirait pas de les citer sur le plateau. Vivement que ce comité de normalisation puisse porter ses fruits. Et c'est noble encore que le président, enfin que les décideurs aient proposé une femme. C'est à saluer. Ah, d'accord. Donc déjà, le profil vous convient parfaitement. Oui, c'est aussi mon opinion. Je suis favorable, pas parce que je veux bien que la FIFA dirige le football ivoirien. D'abord, c'est une fédération à laquelle la FIFA... c'est quand même une première que la FIFA soit sous tutelle quand même. Oui, parce qu'il y a un problème électoral. C'est les mêmes Ivoiriens. Tout en ce qu'on disait en politique, c'est la même chose. C'est les mêmes Ivoiriens qui sont là-bas. Donc, à un moment donné, ça ne va pas. L'avantage au niveau du football, c'est qu'il y a une fédération qui coiffe tout le monde, qui dit voici ce qu'il faut faire et tu es obligé de respecter. Si tu ne respectes pas, tu ne participes pas à ces compétitions. Si tu ne respectes pas, tu ne reçois plus son argent. Donc, voici ça, c'est vraiment... là-bas, c'est vraiment un avantage. Donc, ils estimaient que ce qui se passait au niveau électoral n'était pas bon. Il fallait qu'ils mettent le nez et qu'ils remettent tout à place. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant pour nous, et c'est pour ça que moi je suis d'accord, c'est que, ça ramène la paix, et de deux, la dame qu'on a choisie, ainsi que le professeur Martin Bleu, sont quand même des gens bien connus en Côte d'Ivoire. Madame Daou Gabala, elle est très attachée au test, c'est une femme qui sait écouter. Tout à l'heure, quand elle me dit on va écouter tout le monde, moi je la connais, elle sait écouter, elle aime la paix. Bleu Martin, bon, c'est M. Lido, on ne peut pas quand même dire qu'il va venir faire des combines. Donc, pour moi, tant qu'il peut avoir la paix, qu'on peut respecter les tests et qu'on peut s'en sortir facilement et puis aller jouer au football, moi, je suis partant pour ça. Voilà. Alors, docteur Prignon, vous avez regardé ce reportage avec nous. La FIF, c'est officiel, est sous tutelle. Nous avons un comité de normalisation. C'est quoi votre regard Bon, je pense que, vu la composition du comité de normalisation, c'est clair que ce ne sont pas des experts du football qui ont été nommés à la tête de ce comité. Donc, il y a certainement une volonté pour la FIFA de voir un peu plus clair dans la gestion, dans la gouvernance du football ivoirien. Et quoi qu'on dise, il y a des statuts et règlements intérieurs de la FIFA. Il faut faire un toilettage des tests. Le professeur Bleu Martin, certainement, a été coopté pour cela. Il est juriste et il est expert. Et donc, les tests de la FIF, certainement, ont besoin d'un regard, d'un technicien. Et de sorte que, parce que quoi qu'on dise, les tests peuvent rassurer, peuvent consolider, peuvent permettre de créer une sécurité juridique qui va éviter que la FIF ne soit l'objet, justement, de tout ce qu'on connaît. Donc, normalisation. Effectivement, les personnes qui ont été cooptées pour la normalisation sont des personnes de qualité. Donc on attend certainement le fruit de leur travail. Il ne s'agira pas certainement pour ces personnes-là de réinventer le football ivoirien. Je ne pense pas que ça aille dans leur corde. Certainement, c'est pour parler de réorganiser la gouvernance du football ivoirien, à mon avis. Alors, Sylvain Debailly, selon vous, quel va être le premier acte à faire? Quelle est la première action à faire pour le comité qui vient de s'installer? Oui, je voudrais dire que sans être un spécialiste du football, je vais simplement, de mon regard lointain, sur ce qui s'est passé à la FIFA, je crois qu'il y avait quand même des tiraillements qui étaient nés au sujet de l'élection. Les choses ont beaucoup traîné et finalement, la FIFA a dû prendre ses responsabilités et donc a installé un comité de normalisation. Donc, le premier chantier de Mme Gabala, une dame que nous admirons ici tous, c'est de normaliser ce qui n'était pas, entre guillemets, normal. Ouais. Déjà remettre la compétition. Voilà, déjà reprendre une compétition qui s'est arrêtée. Qui s'est arrêtée à un moment donné. Oui, par rapport à la Covid, mais après les élections et tout, et tout le reste. Donc, voyez-vous, quand on regarde même la composition de ce comité-là, je crois que Mme Gabala, elle est manager, mais à côté d'elle, il y a au moins 2 juristes. Donc, tout de suite, on se dit qu'il va y avoir une grande refonte, une refonte des textes et qui puisse remettre les choses, en tout cas, sur les rails. Alors, professeur Goa, pour vous, il y a une issue heureuse En tout cas, je pense bien que c'est la meilleure proposition. Parce que si nous n'arrivons pas à nous entendre, il faut faire appel à
à quelqu'un qui de l'extérieur, en tout cas qui n'est pas du milieu du football, pour mettre les gens d'accord. Parce que, comme l'a dit, le docteur Nguessan a parlé de rouage. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Les petits arrangements internes, ça veut dire, on finit il y a souvent la maison. Voilà, il y a souvent les intérêts cachés qui gangrènent nos structures ou nos institutions. Surtout, on a parlé de politique, mais dans chaque secteur où il y a élection, il y a toujours les petits arrangements ou bien les petites combines qui amènent à entacher les différentes élections que nous avons, que ce soit... Même souvent, il y a Aristide Nkenda qui parle de l'expérience d'ailleurs avec ces comités de normalisation. Est-ce qu'on a tiré grand-chose à ces choses-là? Oui, ça ne donne rien, mais surtout, je veux préciser, professeur Goua, à la fin, on va repartir aux élections. Les états-majors sont toujours en place. Ceux qui n'auront pas... Vous savez, il n'y a que 81 électeurs. Et en première division, ceux de première division ont 3 points pour chaque vote. Ceux de deuxième division ont 2 points pour chaque vote. Et ceux de troisième division ont 1 point. Donc, les suffrages exprimés ne sont pas les mêmes. Et les états-majors sont là. Donc, quand on revient de cette normalisation, il faut qu'on passe aux élections. Et ça ne changera pas grand-chose. Parce que, justement, de l'autre perception qu'on a eue de ce comité envoyé par la FIFA, c'est que certains ont dû actionner. C'est pas... Je dis ça sous le couvert... C'est la rumeur. Bon, sous le couvert de la rumeur, mais il faut quand même qu'on en parle. Et que Infantino serait en train de donner un coup de puce à un de ses amis. Bon, alors... on parlera pas de ça peut changer les choses. Non, c'est pas le sujet. On va rapidement passer au suivant. On va passer au suivant. Il y a la résurgence de la Covid qui a également été un fait marquant dans le pays. Alors, l'état d'urgence sanitaire a fait son retour en Côte d'Ivoire. Pas de couvre-feu, pas de fermeture de bars et de boîtes de nuit. En revanche, intensification des contrôles des mesures barrières et répression en cas de non-respect. Telles sont les nouvelles mesures décidées par le Conseil national de sécurité. Et cette montée, c'est pour justement faire face à cette montée fulgurante des cas de contamination dans le pays. On va regarder ce reportage. 24 heures après le Conseil des ministres qui a noté une reprise épidémique de la Covid-19 dans le pays, au regard des dernières statistiques, le CNS, Conseil national de sécurité sur proposition du comité scientifique de veille, vient d'instaurer un état d'urgence dès aujourd'hui, ce jusqu'au 28 janvier prochain. Entre autres mesures restrictives, le port obligatoire du masque dans les transports en commun, les services publics et privés. En cas de non-respect des gestes barrières, le Conseil national de sécurité prévoit des mesures de répression. Mais avant le bâton, c'est la carotte, avec les séances de sensibilisation dans les gares routières. Le gouvernement a passé la commande pour 1 500 000 doses de vaccins attendues les semaines à venir. D'ici mars, c'est 5 millions de doses qui vont être administrées au personnel soignant et aux forces de l'ordre. Pour rappel, la Côte d'Ivoire compte 1588 cas actifs et 142 décès à ce jour. Dans la seule journée d'hier, mercredi 20 janvier, 214 nouveaux cas ont été enregistrés. Alors, c'est un sujet qui nous alarme. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter? Oui, il y a des raisons de s'inquiéter puisque ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Vous avez vu que la nouvelle vague en Europe, notamment en Angleterre, avec les variants, montre que cette nouvelle forme qui arrive, elle est plus contagieuse, même si la létalité n'est pas différente. Donc, il faut simplement, j'avais dit déjà sur ce plateau, que le Covid, ou bien la Covid, ça dépend, nous apporte quelque chose d'important qu'on avait peut-être mis de côté, c'est la discipline. Si nous sommes disciplinés et que nous respectons les gestes barrières et les mesures barrières, nous allons pouvoir freiner la propagation. Et surtout, il faut interpeller les populations pour dire que cette nouvelle vague, elle est plus contagieuse parce que sur le plan scientifique, les médecins l'expliquent. Elle se fixe facilement dans les cellules et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose d'important. C'est une pandémie mondiale. C'est une grande première dans le monde. Et on est encore dans l'étape des recherches, de la compréhension. Même, on ne sait pas si vous avez déjà contacté, est-ce que ça vous immunise. Donc,
il y a eu, comme toujours, lorsqu'on a parlé de vaccination, il y a certains Africains qui sont levés pour dire non, on ne va pas vacciner les Africains. Il faut se faire vacciner. Pas seulement des Africains, même en Europe, il y en a qui sont contre. Il faut se faire vacciner Alors, nous avons été vaccinés. On a essayé quand même les mesures barrières, des mesures drastiques. Mais il y a eu relâchement. Mais les résultats, est-ce que vous êtes satisfait des résultats après tout cela? Ou vous pensez que c'est toujours l'indiscipline qui a fait perdurer le mal? Enfin, ce sont les conditions de vie. Quand on n'a pas les moyens, qu'on habite une cité de toit, on doit se déplacer chaque matin pour regagner le centre-ville, le centre du district. Quand on est à 50 dans un bus, on parle de quelles mesures barrières? Quand on est à 32, 34 dans un bac, on parle de quelles mesures barrières? Dans la pratique, ce n'est pas évident. Dans les salles de classe où nos enfants sont jusqu'à 80, comment on respecte ces mesures barrières? Dans les amphithéâtres où il y a au moins 600 étudiants sous votre contrôle, comment on respecte ces mesures barrières? Donc, dans la pratique, un État responsable essaie de prendre ce genre de mesures, mais la pratique, ce n'est pas évident. Quand on connaît nos modes de vie ici à Abidjan. Au marché de Cocody, comment on respecte les mesures barrières? Au marché Gourou d'Abidjan, comment on respecte les mesures barrières? C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Vous ne croyez pas la solution ne viendra pas de là? Voilà, dans la pratique, ce n'est pas possible. Dans la pratique, c'est pas possible de mettre une distance d'un mètre entre les personnes. Vraiment, ça sera difficile au marché Gourou. Ça sera difficile dans les salles de classe. Ça sera difficile. Peut-être dans les restaurants, on peut encore essayer. Mais dans le bac, on fait comment? Dans le bus, c'est un peu complexe. Mais un État responsable doit prendre les mesures que l'État de Côte d'Ivoire vient de prendre. D'ailleurs, ça arrive en retard. En décembre, déjà, la Mauritanie avait pris un certain nombre de mesures. Fin décembre, début janvier, le Sénégal avait suivi. Bon, peut-être qu'en ce moment-là, le nombre de cas n'était pas si critique. Effectivement, en Côte d'Ivoire, la flambée, ça a été remarqué en décembre. On accuse un peu les vacanciers venus d'Europe. Enfin, ils sont sur le fauteuil blanc. Oui, mais enfin, ça, c'est totalement autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que... il y a quand même des efforts, mais on en est là encore à parler de cas. Non, mais si on a 1000 cas depuis un an, ça veut dire combien de milliers de cas? Depuis un an, ça veut dire quand même que les efforts ont produit des fruits. On ne peut pas dire que ça n'a pas produit de fruits. La Côte d'Ivoire n'est pas arrivée à 50 000 cas quand même. Alors, on attend 1000 vaccins d'ici 1 million. Non, 1000 vaccins, 100 000 vaccins déjà, mi-février. Alors, est-ce que c'est l'ultime solution finalement? C'est peut-être la seule chose qui n'a pas encore été faite. On a tout essayé. Hein. On a fermé les portes, on s'est reclus, mais les résultats ne sont pas encore... Bon, pour l'instant, en tout cas, les résultats sont bons. La Côte d'Ivoire a l'un des meilleurs plans de riposte. Et pour l'instant, c'est vrai les chiffres sont alarmants. 25 000 personnes ont été contaminées en Côte d'Ivoire. Donc 23 000 ont été guéris. On a seulement fait 142 décès. Ces temps-ci, c'est parce que le nombre de cas par jour a considérablement augmenté que le gouvernement a... On ne compte pas centaines maintenant, là où on comptait... Bon, je n'ai pas envie d'abonner le même sens dans les marchés parce que ça commence à laisser croire que c'est seulement dans les milieux pauvreté qu'il y a ce problème-là. C'est vrai qu'à certains endroits, c'est difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où c'est possible, il faut vraiment appliquer les mesures barrières. Pour l'instant, c'est la seule solution réelle qu'on a en attendant peut-être qu'une génération du vaccin. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Donc. Alors, docteur Claude Prégnon, vous pensez qu'on va revenir un peu à l'ancienne? Oh, oui, ce n'est pas que je le pense, mais les faits sont là. Les faits sont là, la pandémie est en train de revenir. Et puis, la pandémie, elle est sérieuse. Hein? Les États les plus sûrs en ont souffert. Et nous, on se rappelle en Côte d'Ivoire, lorsque la pandémie a commencé à se propager, on a eu une batterie de mesures, on a eu un plan de riposte. Justement, comme il a dit... le voisin, effectivement, mais le problème, c'est qu'on a mis en veilleuse le plan de riposte. Et on l'a constaté, la politique a pris le pas sur ce plan de riposte, de sorte qu'on a été surpris en décembre. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir faire la part des choses. Ce plan de riposte doit continuer de fonctionner. Et il faut éviter, chaque fois qu'il y a des situations politiques, de mettre en veilleuse des situations sanitaires importantes. Voilà. Les législatives déjà qui pointent le nez. Oui, donc moi, c'est ce que je constate. Mais c'est déjà bon que le Conseil national de sécurité puisse réagir. D'accord. Alors, Sylvain Debailly, le ministre a annoncé que les mesures peuvent être corsées si les Ivoiriens se montrent indisciplinés. Mais je dirais à ce niveau, chasser le naturel, il revient au galop. Vous voyez, quelqu'un a parlé de la discipline. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre là où, par essence, l'homme a besoin du contact?
savez, quand on dit à nos concitoyens de vivre en mettant une distance d'1 mètre entre les uns et les autres, bon, c'est des choses qui, dans la pratique, semblent difficiles, mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Quand on suit ce qui se passe à l'extérieur, en Europe, quand on voit comment la nouvelle vague fait encore des ravages, il y a bien des mesures qu'il faut prendre. Mais alors, à ce niveau-là, il faut faire aussi attention à la parole publique. Ce que j'appelle la parole publique, c'est les déclarations de nos dirigeants. Vous savez qu'à un moment donné, le ministre de la Santé, qui est la cheville ouvrière même de la lutte, a fait un certain nombre de déclarations. Savoir que non, désormais, la pandémie est maîtrisée. On est en dessous de 5% de cas journaliers. C'est le cas ou pas? Il n'y aura pas. Il a même dit qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Vous voyez, donc c'est des discours qui contribuent au relâchement si on est arrivé à ce niveau. Parce que le ministre l'a dit. Mais le ministre, il n'y aura pas de deuxième vague. Alors, le ministre, tout le monde se met dans le relâchement. Et puis, bon, il a un barème, il a une grille d'appréciation. Et il sait à quel moment il faut s'alarmer. Mais il ne va pas nous alarmer au moment où ça va. Oui, mais en même temps, il faut être prudent. Ici, ce qui est la discipline, c'est aussi la prudence. Vous voyez, on a échappé belle avec le Conseil national de sécurité qui s'est tenu. On a pensé que le gouvernement allait reconduire les anciennes mesures parce que le Togo l'a déjà fait. Non, mais c'est sur proposition du comité scientifique. Oui, mais on aurait pu prendre des mesures comme au Togo. Le Togo a déjà interdit les funérailles, a déjà pris un certain nombre de mesures. D'accord. Alors, professeur Goua, vous craignez qu'on revienne au reconfinement, bon, en fait, au couvre-feu il faut dire que ce sujet m'intéresse parce que j'ai été l'un des... En tout cas, en Côte d'Ivoire, j'ai fait publier un article sur le sujet que j'ai qualifié de communication et incommunication dans la crise du coronavirus en Côte d'Ivoire, paru dans une revue internationale en avril 2020. Voilà. Et comme le dit Dr Prégnon, par exemple, il y a l'approche aussi de la politique dans le relâchement des choses. Parce que, pour vous dire, actuellement, nous sommes aussi sur une étude. Nous avons eu un prix du FONSTI. Nous sommes lauréats, en fait. Notre projet a été l'un des projets lauréats du FONSTI qui mène l'étude sur la communication, donc la gestion de la communication sur la Covid-19. Donc c'est un projet, enfin ce n'est pas encore fini, mais ce relâchement-là est lié à ce que moi j'ai qualifié d'incommunication. Ça veut dire aux attitudes, au comportement, aux déclarations. Parce que, comme on le dit, il y a beaucoup de fake news. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'informations, par exemple sur la vaccination. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous voyez des vidéos, est-ce vrai? On l'a dit, même en Europe, les gens ont peur des vaccins. Pourquoi? Mais tout ça, l'État doit mener une étude, doit faire mener une étude. Bon, ça nous plaît qu'actuellement, nous sommes en train de mener une étude, parce qu'il ne faut pas faire du copier-coller. Sociologiquement, nous n'avons pas les mêmes réalités, le même environnement que l'Europe, que les Amériques. Donc, il faudrait que l'État donne les moyens aux chercheurs, ainsi de suite, dans différents domaines, de mener... Vous trouvez un vaccin propre à nous? Non, pas forcément les vaccins. Parce que d'abord, il y a les attitudes. C'est-à-dire le comportement dans la lutte. Parce que vous partez, je prends un exemple, nous autres qui partons au village. Vous arrivez au village, vous mettez un masque, mais on vous regarde d'une manière bizarre. Dans le cadre de la lutte, j'ai été au marché d'Abobo, comment on appelle ça? Abobo-Doumé. Mais à plus de moi, il y avait une autre femme seulement qui avait le cache-nez. Oui, c'est clair qu'il y a un relâchement. Voilà, donc une question rapidement. Oui. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut supporter encore des affres de la Covid si on doit arriver à la fermeture des espaces publics, couvre-feu, reconfinement et toutes les conséquences que cela pourrait en découler sur notre économie? Est-ce qu'on peut encore supporter ça? C'est vrai qu'on a pu résister avec 2% de croissance. On en attendait 7%. Et est-ce qu'une deuxième vague, on pourra tenir sur nos fondamentaux? Pierre, tu me permets, avant de répondre à la question, de revenir très rapidement en deux Non, tu réponds rapidement. On a fini l'émission, oui, alors on n'a plus beaucoup de minutes. Mais ce qu'il faut faire, c'est, comme a dit Dr Goua, sur la recherche. Et vous vous souvenez, après le premier Conseil national de sécurité, le président a interpellé tout le monde, même les tradis
praticiens. Alors, il se trouve que dans la démarche agrothérapeutique de Dr Gabré, il y a ce qu'on appelle la biovaccination. Et vous savez que les vaccins qu'on nous inocule sont des vaccins synthétiques, alors que dans tout ce qui est bio, c'est la molécule entière qu'on utilise. Et il se trouve que ça donne des résultats importants. Je voulais juste très rapidement revenir sur ce que Dr Prignon a dit sur le relâchement. C'est que cette nouvelle vague, je l'ai dit, elle est plus contagieuse. Donc, on peut avoir plus de chiffres, mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus... Alors, malheureusement, l'émission est terminée. Je vais simplement vous remercier d'être venu aujourd'hui. Encore, c'est la première. Merci, professeur Goa Kakou, d'être là. Sylvain Nguessan, journaliste, merci. Docteur Claude... Non, pardon, Sylvain Debailly. Sylvain Nguessan est plutôt à ma droite. Alors, docteur Claude Prignon, Naï, merci aussi d'être là. Et puis, voilà, c'est une première. Mathieu Bledson, merci aussi. Aristide Kenda, docteur Sylvain Nguessan, merci en tout cas à tous. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Bonne soirée sur NCI.